Alain, bonjour. Bonjour. Je crois que nous allons parler d'Antonio Vivaldi. Avant de parler précisément du personnage, du musicien qu'il a été, parlons peut-être du lieu dans lequel il a vécu, c'est-à-dire la ville de Venise. La ville de Venise, c'était quoi et c'est quoi? Alors cette ville de Venise, lorsqu'on arrive par avion, on est arrivé en 2002, on aperçoit la lagune, un nombre formidable d'îles et d'îlots, je crois que c'est 118 îles qu'il y a exactement, et puis en approchant un peu plus près, donc on voit Venise avec ses 170 canaux, 400 ponts, quelque chose d'extraordinaire, et une ville, je dirais, fabuleuse, où il y a énormément de choses à voir, mais je définirais comme une ville de contraste. Effectivement, il y a des endroits où on peut à peine circuler tellement il y a de visiteurs, de touristes, on se bouscule. Et puis, il y a d'autres endroits, à quelques centaines de mètres, où c'est le calme. On a l'impression que le temps s'est complètement arrêté, que ce soit sur une place, que ce soit dans l'entrée d'un hôtel particulier, par exemple. Ville de contraste également, car il y a ces grands canaux d'eau, et par contre des petites ruelles où on peut marcher à pied, mais très étroites, je peux à peine y penser de face. Et également une ville d'ombre et de lumière, comme on peut le constater sur les différentes photos que nous voyons actuellement. Donc là, nous avons vu l'emplacement géographique, si j'ose dire, de Venise. Il serait bon aussi peut-être de faire un peu d'histoire. Alors, côté historique, il faut resituer un petit peu à travers les siècles. Tout d'abord, ce sont les invasions au 5e et 6e siècle qui ont fait que les habitants de cette contrée, du nord d'Italie, se sont réfugiés sur les îles de la lagune. Vers le 6e, 7e siècle, c'est là où Venise se déclare indépendante, élit son doge, son chef, son duc. Ensuite, on va en allant vite au 11e siècle, où là, Venise va prendre une danse, car Venise a une flotte importante qui va servir à Byzance dans différents combats sur mer. Et c'est comme cela d'ailleurs que Venise va obtenir l'autorisation de commercer avec l'Orient et l'Extrême-Orient. Et donc, grand commerce faisant venir la soie, les étoffes rares, les aromates, les épices. Et Venise va donc devenir très riche, ça va être la sérénissime. Mais au fil des années, des pays comme le Portugal vont rechercher de nouvelles routes pour les Indes. Et en 1502, Vasco de Gama passera par le sud de l'Afrique. Le commerce va diminuer, donc les patriciens vénitiens qui ne peuvent plus vivre du commerce vont acheter des terres sur la terre ferme et avoir des fermiers qui font donc fructifier ces terres. Et progressivement, donc vers le 16e, ils n'ont plus beaucoup d'occupation, d'où le développement de fêtes à tout va. Tout d'abord, bien évidemment, le carnaval, qui à l'époque durait 6 mois, c'est pas rien. Puis toutes les fêtes, qu'elles soient religieuses, profanes, familiales, tout est prétexte à fête. Et c'est ce qui explique le développement des arts à partir du 16e, que ce soit la peinture, mais surtout la musique pour les fêtes, et la musique avec également l'opéra.
entrez, soyez les bienvenus. Nous avons implanté le lieu géographique, Venise, son histoire aussi succinctement. Il est bon peut-être parfois de faire un rapprochement avec des personnages que nous connaissons ici localement sur Montfort-sur-Meux, pourquoi pas Louis-Marie Grignon, qui deviendra plus tard Saint-Louis-Marie. C'est quoi? C'est la même époque avec Antonio Vivaldi? Alors tout à fait, car le père de Montfort est né en 1673 et Antonio Vivaldi est né donc à Venise en 1678. On dirait 5 ans près, on est vraiment à la même époque. Pour situer un petit peu cette époque, il faut savoir que c'est l'époque de Louis XIV. Versailles sera construit en 1682-83. Hein. Sur un autre aspect des choses, 1677, c'est Phèdre de Racine. C'est également les Fables de La Fontaine, c'est cette période-là. Donc Antonio Vivaldi, né en 1678, on peut situer un petit peu dans quel contexte naît-il, surtout quelle est sa famille, père, mère, musiciennes et musiciens? Alors, le papa est musicien, il est également barbier, mais bon, apparemment il ne pratique pas beaucoup à ce niveau-là, et un violoniste, et il va donc apprendre le violon à Antonio, tout petit, hein. Et il va même réussir à le faire embaucher avec lui dans les théâtres où il joue, et à la maison ducale également. Donc ça c'est le milieu familial. Vivaldi, enfin Antonio est l'aîné d'une famille de 7 enfants, mais ça sera le seul musicien de la famille, curieusement. Hein. Bon, le papa le destine à l'état ecclésiastique. Hein. Donc dès l'âge de 15 ans il est tonsuré et puis il va suivre les études, il sera ordonné prêtre en 1703, donc il a 25 ans. Hein, donc non pas une vocation je dirais à la vie sacerdotale, mais beaucoup plus une sécurité pour la famille, c'est l'aîné, il faut faire vivre toute la famille, on sait que s'il est prêtre, il aura de quoi vivre, quoi, hein. Mais en fin de compte il pratiquera absolument pas de ministère. Il est parti à faire du violon, il est parti à écrire, enfin bon, donc ça sera une toute autre carrière qu'il aura. Et il va être très vite reconnu, d'ailleurs, dans le guide pour les étrangers sur Venise, on cite son père et lui-même comme très bon violoniste. Et il sera repéré à l'hospice de la Pietà, où on va le demander comme professeur de violon. L'hospice de la Pietà, c'est quoi? Alors, les hospices à cette époque-là sont des maisons pour les enfants orphelins. Et bon, sur Venise, il y a donc 4 hospices, dont l'hospice de la Pietà. Ce sont essentiellement d'ailleurs là des jeunes filles, hein, il n'y a pas de garçons, des jeunes filles orphelines et qui vont apprendre bien sûr à lire, à écrire, et ainsi de suite, mais surtout on en fait des musiciennes et des musiciennes hors pair, hein, très haut niveau, que ce soit instrumentistes ou chanteuses. Et donc, Vivaldi va être appelé à écrire pour ces musiciennes parce qu'elles se produisent dans des concerts payants, parce qu'il faut bien que l'hospice vive. Hein. Et donc on vient de partout, il y a même Jean-Jacques Rousseau qui est de passage à Venise et qui va au concert et qui regrette une chose, c'est que ces jeunes filles chantent derrière des grilles et qu'on ne peut pas les voir, alors que les sons sont voluptueux, dit-il. Bon, donc l'intérêt pour Vivaldi, c'est d'avoir donc un orchestre de très haut niveau avec lequel il va pouvoir faire tout un tas d'essais, et donc la forme concerto qu'il va développer, c'est surtout le concerto pour instruments solo, car auparavant, le concerto, on avait ce qu'on appelle le concerto grosso, hein, où il y a l'orchestre qui joue et puis il y a un petit orchestre qui répond, hein, ça se répond. Et puis là, donc, lui, il va surtout développer le concerto pour soliste. Alors soliste, ça peut être aussi bien violon, bien sûr, mais ça peut être basson, ça peut être la mandoline, ça peut être l'orgue, disons, il va tout essayer. Et donc, on a plus de 450 concerti de Vivaldi avec tous les instruments, et ça grâce à sa place à la Pietà. On peut dire pour ça justement qu'il est un peu novateur à son époque. Ah oui, tout à fait. Alors, certains disent, bon, c'est le père du concerto.
il semblerait qu'il n'ait pas été le seul à imaginer les choses. Mais alors, par contre, pour le développer à ce point-là, oui, très, très, très novateur. Après avoir écrit donc des pièces religieuses et des concertos et de la musique instrumentale, il s'est orienté à l'âge de 35 ans, donc assez tardivement quand même, mais vers l'opéra. Bon, parce que l'opéra est un genre qui est très développé, notamment à Venise, puisqu'il faut s'occuper, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, alors que musicalement, ce n'est pas intéressant, et tous les gens qui sont passés à l'époque disent oui, la belle musique, c'est ce qui se passe dans les hospices. Bon, l'opéra, je dirais, c'est parce qu'il fallait faire plaisir à tout le monde. Et si on voulait être un musicien connu et reconnu, il fallait écrire l'opéra. Donc, Vivaldi s'est lancé dans l'opéra. Et lui-même allait pour diriger ces opéras, même dans d'autres villes, que ce soit Mantoue, Vérone. Oh, il est parti également sur Rome, donc ça devait être en 1722, si mes souvenirs sont bons. Hein, il a rencontré même le pape Benoît XIII. Hein, et il a été fort bien reçu à Rome parce qu'il était connu. Donc à certains moments, il a circulé, à d'autres, on ne sait pas trop où il est passé parce qu'on a assez peu de choses sur sa vie réellement. Malgré tout, on a la certitude d'aujourd'hui qu'il était vraiment très connu, très célèbre et qu'on jouait à son époque du Vivaldi en dehors des moments pendant lesquels lui dirigeait ou ses opéras ou ses œuvres. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Même à l'étranger, un musicien comme Jean-Sébastien Bach, par exemple, a réécrit des concertos, il les a transcrits pour l'orgue. Hein, et comme on a découvert les écrits de Jean-Sébastien Bach avant ceux de Vivaldi, on s'est dit, tiens, Vivaldi est peut-être un musicien intéressant, mais certainement que Jean-Sébastien Bach a amélioré l'écriture de Vivaldi. Pas du tout, pas du tout. Et donc Jean-Sébastien Bach s'est imprégné de la musique italienne, de la musique de Vivaldi, non seulement en retranscrivant certains concertos, mais en utilisant un petit peu cette écriture dans sa propre musique. Donc Alain, je te vois devant ici une partition. À propos de partition et de Vivaldi et de musique, est-ce qu'on peut faire la part des choses au niveau du créateur qu'il était entre la musique profane et la musique religieuse? Est-ce que c'était moitié-moitié? Est-ce qu'il y avait une proportion précise ou pas? Oui, alors comme beaucoup de compositeurs, Vivaldi a composé en fonction des événements, des demandes. Donc à l'hospice de la Pietà, il a écrit pour les concerts, on en parlait tout à l'heure parce qu'il fallait faire vivre l'hospice, donc c'était des concerts payants. Et puis, il y avait aussi des offices, donc il fallait bien qu'il écrive. Mais curieusement, quand on regarde son œuvre aujourd'hui, il a très peu écrit d'œuvres à proprement liturgiques. Bon, il y a quand même il y avait par exemple le Gloria, le Magnificat, bon ça ce sont des œuvres religieuses, bon le Stabat Mater, mais qui n'est pas relié à la liturgie en dehors du texte, mais la plus grande partie de sa production a été de la musique profane, curieusement d'ailleurs pour un ecclésiastique, mais c'est ainsi, c'est les événements, et puis donc là quand je parle de la musique instrumentale, mais autrement il y a la musique de théâtre, où là il a écrit énormément, même si c'est pas la meilleure musique. Alors un Stabat Mater très puissant, très intérieur, très lyrique. Dans ces œuvres profanes, au moins parmi celles-là, est-ce qu'on peut cataloguer les 4 saisons de Vivaldi? Alors les 4 saisons de Vivaldi, bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus connu aujourd'hui. Et pourquoi le plus connu aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on a retrouvé cette œuvre grosso modo début 20e, on l'a produit juste après la guerre de 1945, et le développement du disque vinyle a permis justement de lancer dans tout le grand public les 4 saisons de Vivaldi. Or, c'est une œuvre qu'il avait éditée vers 1724-1725, c'est pas d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était tombé complètement dans l'oubli, car à cette époque-là, on ne jouait que la musique de l'époque. On ne jouait pas du tout les musiciens il y a 10 ou 15 ans, absolument pas. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où on joue très très peu de musiciens actuels, et on joue beaucoup des musiciens anciens. Là, donc, tombé dans l'oubli. Heureusement,
Mendelssohn a ressuscité, si je puis dire, Jean-Sébastien Bach. Et c'est en découvrant les œuvres de Bach qu'on s'est dit, mais Bach a transcrit des concertos d'un certain Vivaldi, qui est donc ce monsieur, et à partir de là, il y a eu des recherches. Mais il faut savoir qu'on a connu, par exemple, la date de la mort de Vivaldi en 1938 et la date de sa naissance en 1963. Donc c'est tout proche, quoi. Et les œuvres, on les a découvertes au fur et à mesure, et on n'a peut-être pas encore tout découvert. Il y a peut-être encore certaines œuvres qui traînent dans des bibliothèques. Alors là, on se trouve devant un orgue. Ton instrument de prédilection, on peut dire aussi que l'orgue, c'est l'instrument de prédilection pour les œuvres religieuses. Malgré tout, je crois me souvenir que Antonio Vivaldi était violoniste. Alors, comment se situe-t-il dans tout cela? Et créait-il d'abord au violon, ou alors est-ce que ça servait parfois de l'orgue? Alors, Vivaldi a écrit très peu pour orgue, c'était pas du tout son instrument. Là, ce que je viens, enfin, c'est un début de concerto. C'est un concerto de Vivaldi, mais transcrit alors par Jean-Sébastien Bach, qui était très intéressé lorsqu'il a découvert la musique de Vivaldi. Et donc il s'est inspiré, non seulement il a transcrit, mais il s'est inspiré lui-même dans sa musique de la musique de Vivaldi, musique italienne. Vivaldi travaillait essentiellement le violon, il a écrit bien sûr pour plein d'autres instruments, c'est sûr. Alors toujours au pied de cet orgue, Alain, on peut parler peut-être de son chant européen. Je crois que ça s'est passé en deux périodes bien distinctes. L'une où il était dans une ascension au niveau de sa gloire, et l'autre un peu plus dramatique. Est-ce qu'on peut un peu disséquer tout cela? Oui, alors Antonio Vivaldi circulait en Europe, d'ailleurs comme beaucoup de musiciens à l'époque, et lui peut-être moins que d'autres. Mais il y a eu plusieurs périodes dans sa vie. On ne sait pas trop où il était. Il est sûr quand même qu'il a passé 2 ans à Mantoue, apparemment comme maître de chapelle, donc en Italie. Alors certains disent qu'il est passé à Paris, d'autres à Amsterdam parce qu'il faisait imprimer ses œuvres à Amsterdam. On ne sait pas trop exactement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a disparu de Venise un certain nombre d'années. Et je pense qu'il allait essentiellement pour diriger ses opéras. Il voulait absolument être présent, lui qui se disait de constitution faible, en fin de compte il avait une vie très active, et donc c'est ce qui explique. Alors, tu évoquais tout à l'heure un autre type de voyage, c'est en 1740, où là, il s'en va à Vienne. Pourquoi Vienne? Il faut savoir qu'en 1728, il avait rencontré à Venise l'empereur d'Autriche, Charles VI, et Charles VI avait passé beaucoup de temps à discuter avec Vivaldi, il s'était intéressé beaucoup à Vivaldi, et je pense qu'en 1740, sans doute sur Venise, il était peut-être un peu moins reconnu parce qu'il y a l'évolution de l'écriture qui fait que, et il a dû se dire, je vais là-bas, en plus il y avait des manifestations théâtrales qui étaient prévues. Donc il a liquidé toutes ses affaires à Venise et il est parti à Vienne. Malheureusement, l'empereur décède. Donc voilà brutalement Antonio Vivaldi, dépourvu de mécènes, de protecteurs, et en plus, pas possible de produire ni un opéra ni de la musique, car c'est le deuil, et le deuil va durer un certain temps. Donc il se retrouve tout seul à Vienne, sans ressources, et c'est là où il décédera en 1741, en juillet, mais tout seul, et il aura même droit à la messe d'enterrement des indigents. C'est dire donc une fin un peu triste pour quelqu'un qui avait eu une vie très brillante. Donc nous avons parlé longuement d'Antonio Vivaldi, Alain, c'est l'heure de la conclusion. Comment pourrait-on la faire, musicalement parlant? Comment pourrait-on terminer ce document en ponctuant de quelques notes notre entretien? Eh bien, je pense par exemple à l'adagio de son concerto transcrit par Jean-Sébastien Bach,
où on va retrouver toute la poésie, toute l'intériorité de la musique de Vivaldi.